La fille de Roger Moore a enfin confirmé ce que nous soupçonnions depuis le tout début. Si vous êtes un adepte des films classiques de James Bond, vous connaissez sans doute Roger Moore, cet acteur emblématique qui a interprété le personnage de James Bond d'une manière unique, laissant une empreinte indélébile avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies et un charme irrésistible qui l'a rendu cher au cœur des fans à travers le globe. Le parcours de Moore demeure entouré d'un certain mystère. Vous savez, il a cette mauvaise habitude de survivre. Vous connaissez le dicton concernant « les plus forts, Monsieur Bond ». Toutefois, peu après sa disparition, sa fille a dévoilé quelques vérités choquantes qui éclairent certains secrets que l'acteur emblématique a dissimulés au grand public. Quelle pourrait bien être la vérité qu'il a gardée pour lui si longtemps ? Rejoignons-nous dans cette vidéo d'aujourd'hui alors que nous plongeons dans la mystérieuse histoire de Roger Moore. Révélé par sa propre fille. Né le 14 octobre 1927 dans le quartier de Stockwell à Londres, Roger était le fils unique de George Alfred Moore et de Lillian Lilpop. Son père était policier à Bow Street à Londres, tandis que sa mère occupait le rôle de femme au foyer. En grandissant à Stockwell, Roger avait une excellente vue sur l'effervescence de la vie urbaine, ce qui a sans aucun doute influencé ses choix futurs. Il a fréquenté la Battersea Grammar School, où il a reçu une éducation approfondie qui a réveillé sa curiosité intellectuelle ainsi que sa capacité d'adaptation. Cependant, sa scolarité a été ponctuée d'interruptions. Comme des milliers d'autres enfants de son âge, Roger a été évacué de Londres durant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d'une opération héroïque connue sous le nom d'Opération Pied Piper. Cette initiative avait pour but de préserver les enfants des dangers intégrés au bombardement allemand. Il a été transféré à Holsworthy dans le Devon, une période qu'il évoquerait par la suite avec beaucoup de tendresse. Il a passé plusieurs mois dans la région de Cornouailles, s'inscrivant au Lancing College local à l'âge de 13 ans. Avant de continuer ses études au Dr. Challoner's Grammar School. Séparé de ses parents et de son environnement connu, Roger Moore a dû s'adapter à cette nouvelle vie à la campagne. Ce temps d'isolement et de résilience a forgé en lui un esprit de détermination inébranlable. Pendant cette période difficile d'évacuation, Moore a su nourrir son imagination débordante à travers la littérature, le cinéma et les productions théâtrales de son village. Une passion qui allait jouer un rôle majeur dans la construction de sa carrière future. Toutefois, alors que la menace des bombardements s'estompait, Moore est retourné à Londres pour poursuivre ses études au College of the Venerable Bede. Son parcours éducatif a pris une tournure imprévue quand, à l'âge de 15 ans, il a pris la décision audacieuse de quitter l'école pour embrasser une carrière dans l'animation et le cinéma. Il a trouvé un poste de traceur et de garçon de bureau chez Publicity Pictures, un studio réputé pour l'animation et le cinéma. L'enthousiasme de Moore pour son métier était palpable, mais, hélas, une maladresse avec quelques cellules d'animation l'a conduit à perdre ce précieux emploi. Cette situation a laissé Moore perplexe sur son avenir et a rendu son adolescence encore plus incertaine quant à ce qui l'attendait. Moore et quelques amis ont alors décidé de tenter leur chance en tant que figurants dans le film César et Cléopâtre, avec les acteurs célèbres Vivian Leigh et Claude Rains. À sa grande surprise, Moore a réussi à obtenir un rôle de légionnaire romain, film qui deviendrait par la suite un ami très cher. Quelques années plus tard, Moore a eu une nouvelle chance de collaborer avec Hearst. Il a accepté un petit rôle dans le film de 1949, Trotty True, où il a joué aux côtés d'un jeune Christopher Lee, qui allait devenir par la suite une icône du cinéma britannique de renom. 1944. Brian Desmond Hearst, qui était devenu un ami intime et un mentor pour Moore, a proposé une idée qui transformerait à jamais le cours de la vie de Moore
Hearst a suggéré que Moore devrait participer au prestigieux programme de théâtre de la Royal Academy de Dramatic Art, RADA, une institution célèbre pour avoir formé certains des acteurs les plus remarquables au monde. Moore a saisi cette occasion en or et a investi tout son cœur et son âme dans son audition pour le programme. Cet engagement intense a été récompensé lorsqu'il a été admis dans le programme, devenant l'un des rares privilégiés à recevoir un tel honneur. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Connaissant les difficultés financières auxquelles Moore était confronté, Hearst a généreusement aidé à régler les frais de scolarité de Moore pour 3 trimestres à RADA. Ce geste a illustré le lien indéfectible entre ces deux hommes et a été un acte de bienveillance qui a permis à un jeune Moore de poursuivre ses ambitions de devenir acteur. Moore a ensuite fréquenté RADA et s'est entraîné aux côtés de certains des acteurs les plus prometteurs et talentueux de son époque. L'un de ses camarades de promotion n'était autre que Lois Maxwell, une actrice qui allait devenir célèbre pour son rôle de Miss Moneypenny dans la célèbre saga cinématographique James Bond. Cette relation étroite avec Maxwell s'est révélée être d'un grand bénéfice pour Moore. Plus tard, lorsque Moore s'apprêtait à auditionner pour le rôle de James Bond dans Live and Let Die, c'est Maxwell qui a suggéré qu'il porte un costume safari durant l'audition. Cette tenue a fait forte impression auprès des producteurs. Et Moore a décroché le rôle principal, le propulsant ainsi vers la renommée mondiale. Après avoir achevé le programme de théâtre à RADA, la vie de Moore a pris un tournant inattendu, juste au moment où il s'apprêtait à débuter sa carrière. D'acteur, il a reçu une convocation pour s'acquitter de ses obligations de service national en septembre 1946. À l'âge tendre de 18 ans, Moore se retrouva intégré dans le Royal Army Service Corps, où il reçut le grade de sous-lieutenant. Ce changement soudain du monde scintillant des projecteurs à la discipline rigoureuse de l'armée fut sans conteste une transition radicale pour le jeune acteur. Malgré la nature exigeante de ses devoirs militaires, Moore ne laissa pas ses rêves s'effacer à cause de ce coup du destin. Pendant son temps au sein du Royal Army Service Corps, il a rencontré et est tombé amoureux de Dor von Stein, qui s'avérait être sa camarade à la Royal Academy of Dramatic Art. La même année, il prit la décision de se marier, apportant ainsi une touche de bonheur au milieu des défis et de l'incertitude qui enveloppait la vie de Moore. Pendant 3 années entières, Moore se consacra corps et âme à son service militaire. Cependant, le destin semblait lui réserver quelque chose de spécial. Une fois encore, reconnaissant son talent et sa passion pour le spectacle, l'armée confia à Moore la responsabilité de la section de divertissement des services combinés, où il put faire briller ses talents d'acteur, gravissant rapidement les échelons et atteignant finalement le grade de en tant que capitaine chargé de la supervision d'un petit dépôt localisé en Allemagne de l'Ouest. C'est dans ce contexte qu'il a pris la responsabilité du bien-être et des loisirs des forces armées qui transitent par Hambourg. Après avoir été libéré de son service militaire en 1949, il se sentit prêt à embrasser sa carrière d'acteur avec une nouvelle détermination et l'expérience acquise durant son passage dans l'armée. Ce grand défi a révélé la difficulté de construire une carrière stable dans l'univers du cinéma. Il rejoignit un théâtre de répertoire où il pouvait mettre en avant ses talents tout en perfectionnant ses compétences sur scène. Toutefois, le salaire qu'il recevait était regrettablement bas et il devait dénicher des revenus supplémentaires pour subvenir à ses besoins. Heureusement, il découvrit une opportunité inattendue. Pour augmenter ses finances, celle du mannequinat. Il devint rapidement un visage reconnaissable dans le secteur de la mode, apparaissant sur les pages des catalogues mettant en avant les dernières tendances en tricot. Ses séances photos lui permirent non seulement de mettre en valeur son charme naturel et son allure séduisante,
mais lui apportèrent aussi un soutien financier dont il avait grandement besoin. Alors que la carrière de mannequin de Moore prenait son envol, il fut amené à promouvoir non seulement des vêtements en tricot, mais une vaste série d'autres produits liés à la maison et à la santé. La promotion de Brylcreem, un produit de coiffure renommé, fit bénéficier d'une attention particulière au emballage du dentifrice Means. Le visage de Moore devint rapidement le symbole de l'esthétique et du style. Le grand nombre des catalogues de mode et de couvertures de patrons de tricot, mettant en vedette Moore dès le début des années 50, lui conféra un surnom fascinant attribué par le grand public, le Grand Tricot. Ce surnom représentait à la fois son engagement dans l'industrie du tricot et sa stature imposante dans le milieu du mannequinat. En 1954, Roger Moore atteignit un tournant significatif dans son parcours d'acteur lorsqu'il signa un contrat très convoité de 7 ans avec les prestigieux Studios Metro-Goldwyn-Mayer. Il s'agissait d'une occasion excitante pour lui, car ce studio de cinéma est célèbre pour ses productions glamour et son équipe talentueuse d'artistes. Néanmoins, il se rendit vite compte que décrocher des rôles majeurs ne serait pas une partie de plaisir dans le milieu compétitif d'Hollywood, en dépit de l'énorme potentiel que lui offrait son contrat avec Metro-Goldwyn-Mayer. Moore éprouva des difficultés à obtenir des rôles significatifs, permettant de mettre en avant son talent et de capturer l'intérêt du public. À la place, il se retrouva à jouer dans des films qui, hélas, n'ont pas eu l'impact escompté au box-office. Des films tels que La dernière fois que j'ai vu Paris en 1954, Mélodie interrompue en 1955, Le voleur du roi en 1955 et Diane en 1956 furent accueillis avec des résultats financiers décevants, laissant Moore à la fois frustré et découragé. C'est durant ces moments éprouvants que Moore a fait cette remarque célèbre selon laquelle, chez Metro-Goldwyn-Mayer, Roger George Moore ne valait pas un clou. Cette déclaration directe traduisait son propre ressenti face à la situation qu'il vivait au studio. Bien qu'il possédait un talent indiscutable, un engagement total envers son métier, il avait le sentiment que son potentiel n'était pas réellement exploité chez Metro. Son engagement envers sa profession, il estimait que son potentiel n'était pas complètement exploité au studio Metro. Goldwyn Moore, après seulement 2 ans de son engagement de 7 ans, le studio cinématographique a pris la décision difficile de se séparer de Moore. Bien que ce moment ait sans doute constitué un revers significatif dans sa carrière, cela a finalement ouvert la porte à de nouvelles opportunités et à l'exploration d'un chemin qui le conduirait vers des rôles emblématiques ainsi qu'une reconnaissance à l'échelle mondiale. Dans les années 50, Roger Moore a choisi de redéfinir sa carrière en s'orientant vers le monde de la télévision et en recherchant de nouvelles possibilités en intégrant les prestigieux studios Warner Bros. Ce choix s'est révélé être un tournant décisif dans la trajectoire de Moore. Entre 1958 et 1961, Moore a su captiver les téléspectateurs grâce à son talent et son charisme, apparaissant dans une diversité d'émissions de télévision qui ont mis en lumière sa polyvalence en tant qu'acteur. Il a brillamment illuminé les écrans en tant que chevalier intrépide Ivanhoe, incarnant à merveille le personnage légendaire des récits arthuriens. Ce rôle n'a pas seulement prouvé la capacité de Moore à jouer une figure héroïque, il a également mis en valeur son engagement envers son art. Désireux de diversifier son panel d'acteurs, Moore a ensuite accepté le rôle de Silky Harris dans la série emblématique des Alaskans, se déroulant à l'époque de la ruée vers l'or du Klondike. Cette aventure western a fasciné les téléspectateurs avec ses intrigues palpitantes autour de la fièvre de l'or et de l'esprit pionnier. L'interprétation de Moore du rusé et astucieux Silky offrait une touche de charme supplémentaire à l'émission.
Le succès de Moore dans The Alaskans a rapidement été suivi d'une autre opportunité fabuleuse, un rôle clé dans la célèbre série télévisée Maverick. Avec son charme inné et son attitude de fripouille, Moore a conquis le public avec aisance en tant que cousin anglais des frères Maverick. Mais c'est en 1962 que la carrière de Moore a atteint des sommets inédits lorsqu'il a décroché le rôle qui serait déterminant pour son héritage au sein de la série populaire Le Saint. Moore a pris les rênes du personnage emblématique de Simon Templar, un héros élégant et sophistiqué qui résout des mystères tout en défendant les causes justes. Ce rôle phare a brillé sous les projecteurs, mettant en avant le charme irrésistible, l'esprit vif et le style irréprochable de Moore, captivant les cœurs des téléspectateurs à travers le globe. L'interprétation de Moore en Simon Templar dans Le Saint est ainsi devenue étroitement associée à son nom, et il a su incarner l'ingéniosité et le charisme du personnage durant une impressionnante période de 7 ans, devenant une véritable célébrité avant d'assumer le rôle de James Bond. Devenir Bond, le chemin pour l'acteur Roger Moore vers l'icône du célèbre agent secret James Bond n'a pas été un parcours de tout repos. Son expérience riche au sein de la série, télévisée à suspense, Le Saint l'a définitivement préparé à reprendre le flambeau. L'inoubliable acteur initial, Sean Connery. Cependant, cette transition ne se produirait que lorsque Connery serait prêt à se retirer. Peu de gens savaient qu'une rencontre inattendue dans un casino londonien changerait le cours de sa carrière pour toujours, alors qu'il était engrossé par une partie du célèbre jeu de cartes Chemin de fer. Moore a retrouvé assis à la table que les producteurs de la saga Bond, Albert Cubby Broccoli et Harry Saltzman. Cette rencontre imprévisible s'est révélée être un tournant déterminant dans sa vie. Le décor était désormais planté et l'engouement pour les débuts de Moore dans le rôle de Bond ne cessait de croître. Carrière pour toujours. Tandis qu'il jouait au populaire jeu de cartes Chemin de fer, Moore se retrouva assis à la même table. La table des producteurs de Bond, Albert Cubby Broccoli et Harry Saltzman. Cette rencontre inattendue a été un moment charnière dans sa vie. Le décor était déjà planté et l'anticipation pour les débuts de Moore en tant que Bond ne cessait de monter en flèche. En 1971, après que Connery ait dit adieu à la franchise avec les diamants, qui sont éternels, le producteur Albert Broccoli s'approcha de Moore avec une proposition pour occuper le rôle tant convoité de Bond. Cependant, en 1972, certaines conditions étaient requises. Moore devait se couper les cheveux et perdre du poids. Dans une interview humoristique avec Entertainment Weekly, Moore a exprimé, plaisantant sa réaction initiale, suggérant qu'ils auraient pu envisager un homme maigre et chaud à la Calais. Place. Malgré ses réserves, Moore a accepté les exigences et s'est métamorphosé en l'espion élégant et sophistiqué que les fans finiraient par adorer. De 1973 à 1985, Moore a joué dans un total de 7 films de Bond. Vivre et Laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy et Dangereusement vôtre. À chaque nouvel opus, Moore insufflait son charme et son humour au personnage, consolidant ainsi sa place dans l'histoire de James Bond. Son interprétation de l'agent emblématique captivait les spectateurs. Monde entier, et son style inimitable laissait une empreinte indélébile sur la franchise. Même le James Bond élégant et sophistiqué, Roger Moore avait ses moments de malice. Après avoir acquis une renommée mondiale en tant que vedette de la franchise Bond, Moore commençait à se lasser des questions répétitives auxquelles il faisait face lors des conférences de presse et des interviews. Pour échapper à l'ennui, il décida d'organiser un petit jeu avec les journalistes. Dans ses mémoires, Bond on Bond, Moore révéla son astucieux stratagème.
Il glissait des affirmations hilarantes lors des interviews juste pour observer comment les journalistes réagiraient. L'une de ses anecdotes favorites était de prétendre que le meilleur aspect du tournage sur place consistait à pouvoir dérober des serviettes d'hôtel. Une autre remarque espiègle impliquait de revendiquer le mérite pour toutes ces cascades, sauf pour les scènes de sexe torride. Peu de gens savaient que le jeu innocent de Moore prendrait une tournure inattendue. Certains intervieweurs prirent ces remarques très au sérieux, ce qui conduisit un journal britannique à publier un article avec le titre « Roger Moore est un voleur de serviettes ». Cet incident devint rapidement une légende, apparaissant même dans des émissions humoristiques de la BBC Radio. Moore, ne perdant jamais son sens de l'humour, continua à embrasser cette anecdote. Lors d'une interview en 1999 avec Graham Norton, Moore maintint la supercherie, convainquant le public qu'il possédait toujours une impressionnante collection. Des serviettes dérobées chez lui. Ce n'est qu'en 2008, lors d'une interview avec Reuters, qu'il avoua enfin que le mythe était une pure farce, une manière remarquable de faire taire ses détracteurs. Son engagement caritatif et son dévouement, au-delà de sa carrière d'acteur prospère, Sir Roger Moore a laissé un héritage durable à travers son immense travail philanthropique. En 1991, il accepta le poste d'ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, une fonction qui est devenue centrale dans son œuvre de vie à travers diverses activités, apparitions et visites sur le terrain dans le cadre des programmes parrainés par l'UNICEF à travers le monde entier. Moore a attiré l'attention sur les besoins cruciaux des enfants et a réussi à mobiliser le soutien du public en 2011. Monde entier. Moore a su attirer l'attention sur les besoins des enfants, rassemblant le soutien du public dès 2011. L'UNICEF a reconnu l'engagement indéfectible de Moore, soulignant ses 20 années de dévouement dans la promotion du bien-être des enfants. Ses efforts dépassaient largement le simple aspect symbolique, car il était activement impliqué dans la lutte contre des enjeux majeurs tels que le VIH-Sida, les blessures causées par des mines terrestres et les droits des personnes handicapées. Une initiative remarquable à laquelle Moore a participé fut le partenariat entre l'UNICEF et l'Association internationale de football, utilisant son influence et ses relations dans le milieu sportif pour mettre en lumière des causes importantes tout en favorisant la collaboration entre les deux organisations. En outre, Moore a été un fervent défenseur du projet mondial de service de Kiwanis International, qui se consacrait à la lutte contre la carence en iode, une problématique largement répandue, pouvant entraîner des lésions cérébrales dans plusieurs régions du globe. Son implication sans faille lui a valu une reconnaissance de la part de Kiwanis, y compris la prestigieuse médaille du service mondial, en hommage à ses efforts humanitaires. Au cours de sa carrière, Moore a été honoré par de nombreuses distinctions. En 1999, il a reçu le titre de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, CBE, de la part d'Angleterre, en raison de ses contributions significatives à la société. La reine Élisabeth II lui a ensuite accordé le titre de chevalier lors d'une cérémonie qui coïncidait avec son anniversaire. En 2003, Moore a obtenu un honneur qui soulignait son service exceptionnel ainsi que son dévouement envers des causes caritatives. Ses efforts philanthropiques ont également été reconnus à l'échelle internationale, avec des awards tels que la Croix fédérale du service allemand et le prix d'inspiration Dag Hammarskjöld, mettant ainsi en avant son impact significatif à travers le monde. Ces distinctions rendaient hommage à son plaidoyer constant en faveur des personnes dans le besoin et à ses efforts inlassables pour susciter un changement positif au sein des communautés à l'échelle mondiale. Du point de vue politique, Roger Moore a affirmé qu'il était conservateur et croyait que le conservatisme constituait la meilleure manière de gouverner un pays. Il a été décrit comme un partisan de longue date du Parti conservateur et a apporté son soutien au parti lors des élections générales britanniques de 2001.
Toutefois, Moore a également manifesté une certaine réticence à être perçu comme une personne politiquement engagée, estimant que son travail avec l'UNICEF empêchait toute implication directe dans le monde politique. En 2011, il a exprimé son soutien au Premier ministre conservateur David Cameron concernant ses politiques sur l'Union européenne, déclarant « Je pense qu'il fait un travail absolument remarquable », malgré l'opposition de nombreux membres de son propre parti qu'il a qualifié de « traître ». Moore a également manifesté son soutien au maintien de la livre sterling comme monnaie nationale du Royaume-Uni et s'est réjoui que le gouvernement britannique n'ait pas adhéré à l'euro, affirmant « J'aurais été très contrarié si nous avions dû retirer la reine de notre monnaie. Ils auraient probablement dû la retirer des timbres et de tout le reste. Je suis britannique et je suis fermement attaché à mon indépendance. Et je pense que nous devrions être autonomes, tout comme Sean Connery l'est par rapport à... » Ces distinctions rendaient hommage à son engagement sans relâche en faveur des personnes dans le besoin, ainsi qu'à ses efforts infinis pour engendrer un changement positif au sein des communautés de la planète. En politique, Roger Moore a déclaré qu'il se considérait comme conservateur et qu'il était convaincu que le conservatisme représentait la manière adéquate de gouverner un pays. Il a été décrit comme un soutien de longue date du Parti conservateur, apportant son soutien au parti lors des élections générales britanniques de 2001. Pourtant, Moore a aussi exprimé un certain réticence à être perçu comme une figure politiquement engagée, considérant que son travail avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, l'empêchait de s'impliquer directement en politique. En 2011, il a démontré son soutien au Premier ministre conservateur David Cameron en ce qui concerne sa politique sur l'Union européenne, affirmant « pense qu'il gère absolument merveilleusement bien », malgré l'opposition de nombreux membres de son propre parti qu'il a qualifié de traître. Moore a également affirmé son appui au maintien de la livre sterling, devise nationale britannique, et s'est réjoui que le gouvernement britannique n'ait pas rejoint l'euro, disant « J'aurais été très contrarié si nous avions dû retirer la reine de notre monnaie. Ils auraient probablement dû l'ôter des timbres et de toutes les autres choses. Je suis britannique et je ne renoncerai jamais à mon indépendance, et je... » Que nous devrions être indépendants, comme Sean Connery l'est par rapport à... l'Écosse. En 2015, Moore a fait la une des journaux lorsqu'il a remis en question ce qu'il percevait comme une tendance excessive du « politiquement correct » dans le monde du cinéma. Il s'est opposé à des modifications relatives à la sexualité, au genre, ou l'origine ethnique de James Bond, arguant que ce serait une grave erreur, tout en soulignant l'importance de rester fidèle au caractère. La position de Moore sur ce sujet n'était nullement motivée par l'homophobie ou le racisme, mais plutôt par un intérêt sincère pour préserver l'intégrité du personnage de James Bond. De plus, Moore a montré son soutien aux droits des travailleurs en 2007, lorsqu'il a fait part de sa solidarité avec les employés de l'usine de chocolat Cadbury à Keynsham, qui manifestaient contre la fermeture de leur usine. Cela met encore plus en lumière la complexité des convictions politiques de Moore et son dévouement envers les causes qui lui tenaient à cœur. Dans un autre moment remarquable, Moore a été impliqué lors des Oscars de 1973. Aux côtés de Liv Ullmann, il était censé remettre l'Oscar du meilleur acteur à Marlon Brando. Cependant, Brando a choisi d'envoyer sa représentante, Citadeli Lipelsever, à sa place pour lire une déclaration plaidant en faveur des droits des Amérindiens. Après avoir fait sa déclaration, qui a été accueillie par des huées et des applaudissements mélangés de la foule, Littlefelder a été escorté hors de la scène par Moore. Que pensez-vous que Moore aurait dû faire dans une telle situation ? Eh bien, selon Moore, il devait agir comme il le faisait. Par Moore. Que pensez-vous que Moore aurait dû envisager dans une situation pareille ? Eh bien, d'après Moore, il devait agir en fonction de ce que était le meilleur choix pour l'événement.
Suite à son exil fiscal en 1978, Roger Moore s'est vu devenir un véritable exilé. Fiscal du Royaume-Uni, en quête d'un environnement plus avantageux sur le plan fiscal. Moore a d'abord fait le choix de s'installer en Suisse avant d'élever son statut de résident à Monaco, partageant son temps précieux entre 4 demeures différentes, dont chacune avait son propre charme et attrait singulier. L'une de ces résidences était un magnifique appartement dans la ville élégante de Monte-Carlo, où il savourait l'atmosphère méditerranéenne tout en profitant du style de vie opulent que la ville avait à offrir. De plus, Moore était également propriétaire d'une charmante maison de vacances dans la pittoresque ville côtière toscane de Castillon de la Pescaia, où il pouvait se détendre et tirer parti de la sérénité de la campagne italienne. En Suisse, il possédait un chalet, Douillet, caché dans la station alpine pittoresque de Crans-Montana, entouré de panoramas époustouflants sur les montagnes. Il avait la possibilité de fuir l'agitation urbaine pour profiter de la tranquillité et de la sérénité que la nature pouvait lui offrir. Enfin, il avait également une maison dans le charmant village français de Saint-Paul-de-Vence, réputé pour son héritage artistique et ses paysages enchanteurs. La décision de Moore de s'établir à Monaco n'était pas seulement sous-tendue par les avantages fiscaux, mais également par ses liens étroits avec la principauté. Reconnaissance de ses efforts pour promouvoir et faire connaître Monaco sur la scène internationale, Moore a été désigné ambassadeur de bonne volonté par le prince Albert II. Néanmoins, malgré son statut et son affection pour Monaco, Moore a partagé ses inquiétudes concernant la présence grandissante de Russes dans la région. Il plaisantait en déclarant « J'ai peur que nous soyons submergés par les Russes. Tous les menus des restaurants sont désormais rédigés en russe. » Moore s'est exprimé sans détour à propos de son statut d'exilé fiscal, soutenant sa décision en mettant en avant les taux d'imposition. Au cours des années 70, une imposition très élevée a été imposée aux plus riches par le gouvernement travailliste, selon ses déclarations. Ses comptables, agents, ainsi que ses avocats lui ont vivement conseillé de quitter le pays pour échapper aux impôts. Exorbitance. Il a précisé que sa décision ne reposait pas uniquement sur des considérations fiscales, mais que cet aspect jouait un rôle significatif. Moore a expliqué qu'il revenait de temps à autre en Angleterre pour suivre les évolutions du pays et s'acquitter de ses obligations fiscales. Sa vie sentimentale, elle, était mouvementée, empreinte de tumulte, malgré ses revenus plus que confortables. La vie amoureuse de Moore a été assombrie par des mariages tumultueux, ponctués de divers défis et qui se sont tous terminés par des divorces. Son premier mariage avec Dorn Van Stein, sa camarade de classe de la Royal Academy of Dramatic Art, n'a pas duré longtemps, et ils ont mis fin à leur union en 1952. Durant leur vie commune, ils ont partagé un toit à Stram avec la famille de Van Stein, mais les tensions liées à des soucis financiers et son manque de confiance en ses capacités d'acteur ont pesé lourdement sur leur relation. 1953, Moore a renouvelé ses vœux, cette fois-ci avec la chanteuse galloise Dorothy Squires. Leur mariage a eu lieu à New York, mais ils se sont ensuite installés à Bexley. Tout comme pour son premier mariage, la relation de Moore avec Squires a été confrontée à de nombreuses épreuves et s'est finalement soldée par une séparation après 9 ans. La différence d'âge entre eux, Squires, étant plus âgé que Moore de 12 ans, ainsi que l'engouement de Moore pour la starlette Dorothy Provine, ont contribué à éroder leur mariage. En 1961, ils ont déménagé au Royaume-Uni, où ils ont vécu à Sutton Coldfield, près de moment donné. En 1961, ils ont été contraints de déménager au Royaume-Uni, où ils ont établi leur résidence à Sutton Coldfield, près de Birmingham. Malheureusement, Squires a traversé une série de fausses couches durant leur mariage, ce qui a encore accentué les tensions.
Moore a par la suite suggéré que s'ils avaient eu des enfants, cela aurait potentiellement transformé le cours de leur relation. Obtenir le divorce de Squires est devenu un parcours semé d'embûches pour Moore, car elle refusait de reconnaître leur séparation et a même décidé d'engager des poursuites judiciaires à son encontre pour perte de droits conjugaux. Malgré une ordonnance du tribunal qui demandait à Moore de retourner auprès de Squires, il a catégoriquement refusé. Les choses ont encore pris une tournure dramatique lorsque Squires a brisé des fenêtres dans une résidence en France où Moore cohabitait alors avec Louisa Mattioli. Pour compliquer encore la situation, Squires a intenté un procès infructueux contre l'acteur Kenneth Moore pour diffamation, suite à la présentation de Moore et Mattioli comme Monsieur Roger. Moore et son épouse lors d'un événement caritatif. Moore et Mattioli ont poursuivi leur vie commune jusqu'en 1969, lorsque Squires a enfin consenti à lui délivrer le divorce, après 7 ans d'une séparation tumultueuse. Après son divorce, Moore a rapidement officialisé son mariage avec Louisa Mattioli. Ensemble, ils ont eu 3 enfants qui portent les prénoms Deborah, Jeffrey. N'a pas tardé à formaliser son mariage avec Louisa Mattioli. Le couple a eu 3 enfants ensemble, prénommés Deborah, Jeffrey et Christian. Cependant, leur mariage n'était pas exempt de défis. En 1993, leur relation a basculé dans le conflit lorsque Moore a développé des sentiments pour la Danoise d'origine suédoise Kristina Kiki Tolstrup, qui s'est intensifié lorsque Moore a développé des sentiments pour la Danoise d'origine suédoise Kristina Kiki Tolstrup. Ce fait, surprenant, Mattioli et Tolstrup étaient des amis de longue date, mais Mattioli s'est senti trahi par Tolstrup lorsque Moore a commencé à lui porter de l'affection. Dans son livre ultérieur, Rien ne dure éternellement, les sentiments de Moore se sont progressivement tournés vers elle. Dans son livre ultérieur, Rien ne dure éternellement, Mattioli a exprimé son sentiment de rejet par Moore et a partagé des critiques acerbes à son égard. Tolstrup, la séparation entre Mattioli et Moore a été empreinte de tensions intenses et d'émotions vives. En revanche, Moore a fait le choix de rester discret concernant son divorce avec Mattioli, affirmant qu'il ne souhaitait pas entrer dans une guerre de mots publics qui pourrait blesser leurs enfants. Cette décision a entraîné une période de distance entre Moore et ses enfants. Après le divorce, mais finalement ils ont réussi à se réconcilier avec leur père, prouvant que les liens familiaux peuvent surmonter les épreuves et guérir avec le temps. Pendant ce temps, Mattioli a refusé d'accorder à Moore le divorce jusqu'en 2000, date à laquelle un règlement de 100 millions a finalement été conclu. Ce fut un processus long et éprouvant, mais la fin de leur lien légal a offert à Moore l'opportunité de tourner la page. En 2002, Moore a épousé Tolstrup. Leur mariage est resté fort et paisible jusqu'au décès de Moore en 2017. Moore décrivant Tolstrup comme une partenaire organisée, sereine, aimante et d'un calme sans égal. Moore a décrit ses 3 mariages précédents comme tumultueux et a même accordé une interview révélatrice à ITV, où il a affirmé avoir été victime de violences physiques de la part de Squaw, qui l'avait accusé d'avoir brisé une guitare sur sa tête dans un accès de colère. En comparaison avec ses ex-femmes, Moore a qualifié son union avec Tolstrup de relation paisible et exempte de conflits, et a décrit sa femme, Kristina, comme étant à la fois organisée et sereine, symbolisant amour et sérénité. Sa santé et son décès. La fille de Roger Moore, Deborah Moore, a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient concernant la santé et le décès de l'acteur adoré. Dans une interview accordée à ITV en septembre 2017, elle a révélé à la présentatrice suppléante, Christine Lampart, que son célèbre père n'était pas préparé à quitter ce monde. Selon elle, la nouvelle du décès de son père était choquante
car il pensait qu'il allait triompher dans sa lutte contre le cancer. Pour cela, il a passé ses derniers jours à peaufiner son livre. Dans cet ouvrage, Sir Roger a évoqué son enfance, sa carrière et les avantages ainsi que les inconvénients de vieillir. Les dernières pages évoquaient la plus dure des réalités du vieillissement, celle de perdre tous ses amis. Ce ne fut pas la première fois que Moore a été confronté à des problèmes de santé. Tout au long de son enfance, il a subi de nombreuses maladies, y compris la varicelle, le sarampion, les oreillons, la pneumonie double et l'ictère. En conséquence, on lui a enlevé les amygdales, les adénoïdes et l'appendice. En plus de ces maladies infantiles, Moore a également lutté contre des problèmes de santé plus graves sur le tard. Il a éprouvé des douleurs dues à des calculs rénaux persistants, pour lesquels il a été hospitalisé brièvement pendant le tournage de Vivre et laisser mourir en 1973 et de Moonraker en 1979. 1993, il a été diagnostiqué avec un cancer de la prostate, qu'il a décrit comme plutôt douloureux et ayant changé sa vie de nombreuses fois. Plus tard, à la fin de 2013, il a reçu un diagnostic de diabète de type 2, ce qui l'a contraint à renoncer à l'alcool, y compris au cocktail préféré de Bond, le martini. Moore a également dû faire face à une pneumonie et a finalement fait un malaise sur une scène. Broadway, incitant les médecins à lui poser un pacemaker. Avant sa dernière bataille contre le cancer, on lui a découvert une tumeur au foie et en 2017, durant son traitement contre le cancer, il a chuté et s'est sérieusement blessé à la tête. Clavicule. Toutefois, malgré tous ces revers, Moore a toujours trouvé le moyen de se relever et de continuer à avancer. Au cours de sa carrière illustre, Roger Moore a touché de nombreuses personnes et a apporté de la joie à un nombre incalculable. Fanatique du monde entier. Son esprit optimiste et son amour inconditionnel pour la vie étaient manifestes, même durant ses derniers jours. Une interview datant de 2014, réalisée avec le Télégraphe. Moore a déclaré avec célébrité que s'il ne lui restait que 24 heures à vivre, il préférerait savourer un couple de martinis secs, préparés avec de la gin Tanqueray, tout en se délectant d'un duo de polo au chocolat noir, avec une garniture de vanille blanche. L'intérieur. En plus de quelques haricots cuits, nous ne pouvons qu'espérer qu'il ait pu se régaler de quelques-unes de ses douceurs. Favorite dans les moments qui lui restaient. Moore a tiré sa révérence dans son domicile à Crans-Montana, en Suisse, entouré de sa famille bien-aimée. Son décès a profondément touché les admirateurs à travers le globe, ainsi que les acteurs ayant incarné James Bond, tels que Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton et Pierce Brosnan, sans oublier l'actuel interprète Daniel Craig, qui lui ont tous rendu hommage. Que vous le connaissiez comme le célèbre James Bond, Simon Templar dans Le Saint, ou l'un de ses rôles iconiques, il ne fait aucun doute que Sir Roger Moore a laissé une empreinte indélébile dans le paysage du divertissement et dans les cœurs de ses admirateurs. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et espérons vous retrouver bientôt pour la prochaine. Ses admirateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine.